Je vais vous parler aujourd'hui du projet Smart Fertile Reuse. Donc c'est un projet avec beaucoup de partenaires. Ils sont tous affichés en bas. Donc c'est un projet aussi financé par BPI France. Et en effet, c'est un projet français. Donc les objectifs du projet sont multiples et variés. Pour faire simple, essayer de tenir dans le timing imposé aujourd'hui, on a voulu faire un projet de démonstration sur la réutilisation des eaux usées traitées en agriculture, plus particulièrement ici sur les grandes cultures, donc tout ce qui est betterave, maïs, blé, pommes de terre. C'est un projet qui a bénéficié d'une dérogation de France Expérimentation, parce qu'on voulait montrer un petit peu les limites de la réglementation en France. Donc on est passé par le dispositif France Expérimentation et on est labellisé par 2 pôles pour ce projet. On a travaillé avec donc, de nombreux partenaires. Entre autres, on a voulu étudier plusieurs matrices, aussi bien la matrice eau, puisqu'on voulait montrer la qualité d'eau atteinte. On a aussi travaillé sur les matrices sol et culture pour montrer l'absence d'impact de la réutilisation des eaux usées traitées pour l'agriculture. Et on a travaillé aussi avec des partenaires sur la matrice air pour montrer aussi les faibles impacts sur l'environnement et la santé humaine. Donc le projet Smart Fertile Reuse, comme vous le voyez à l'écran, on a essayé de résumer en une slide. Donc c'est du reuse parce qu'on est en sortie de station d'épuration municipale. Bien évidemment, pour respecter la réglementation, on a un traitement tertiaire en sortie de station d'épuration. Ensuite, on a une vocation à faire de la fertirrigation. Dans les eaux usées, même traitées, il y a des nutriments. Donc c'est la pollution azotée ou phosphorée qui peut permettre aux plantes en fait, d'être utilisées pour leur croissance. Et le côté smart, en fait, un des objectifs du projet était de développer un outil de pilotage pour conseiller et aider les agriculteurs dans leur planning d'irrigation, aussi bien en termes de quantité que de fréquence. Ça, c'est une petite carte pour vous montrer donc où on se situe. Donc on est en France, dans le sud, dans les Hautes-Pyrénées, à Orléans. Vous voyez sur la carte la station d'épuration. Donc la station d'épuration se retrouve ici. Et vous voyez donc différents types de parcelles. Comme c'est un projet de recherche, je le disais, on a voulu avoir des parcelles témoins qui étaient donc irriguées par l'agriculteur de façon conventionnelle, avec l'eau de nappe et selon ses quantités d'eau et ses fréquences habituelles. Et on a des parcelles qu'on appelle expérimentales, et donc c'était des parcelles où on avait pour ambition d'irriguer selon les préconisations de l'outil qu'on a développé, c'est-à-dire avec la quantité d'eau que l'on souhaitait, au moment où l'on souhaitait, et avec la fréquence que l'on souhaitait. Donc on avait en fait plusieurs pilotes de recherche que je vais vous présenter. Donc en fait, on avait un pilote qui avait pour objectif de produire une eau de qualité A avec le partenaire Polymem, fabricant français de membranes. Et on avait un second pilote en parallèle, plutôt porté par CED Environnement, qui est une filiale de Veolia, sans membrane, donc avec pour ambition cette fois-ci d'avoir une filtration sur tamis et des UV. Et vous avez des petites photos pour vous montrer un petit peu à quoi correspondait le site expérimental. Donc on est vraiment sur la station. Et vous voyez, en fait, on fonctionne avec soit donc des pré-filtres pour la file A, puis les membranes d'ultrafiltration de Polymem. Ils n'ont finalement pas eu besoin d'utiliser les réacteurs UV et la chloration. Et ensuite, nous, on a une filtration sur tamis. On avait testé 2 seuils de coupure, 40 microns et 80 microns. Ensuite, on a utilisé les réacteurs UV et la chloration. On fonctionnait avec des bâches tampons de 50 m3 environ, ce qui correspondait à un temps de stockage de maximum d'1 heure pour ensuite pouvoir délivrer l'eau aux agriculteurs. Je vais vous présenter quelques résultats parce que c'est impossible d'être exhaustif. Et si vous avez plusieurs questions, après, n'hésitez pas, vous pouvez revenir me voir. Donc là, c'est sur la qualité de l'eau, donc la qualité physico-chimique en fonction de la réglementation. On a déjà parlé ce matin, je ne vais pas revenir beaucoup sur la réglementation. L'objectif, c'était de vous montrer quelques exemples. Donc en fait, ce qui était intéressant dans ces essais, lorsqu'on a produit avec les pilotes de recherche l'eau usée traitée, c'était de vérifier qu'on était conforme à la réglementation française et européenne. Puisqu'en fait, le projet a commencé en 2018 et on avait déjà basé nos paramètres de suivi sur la réglementation européenne, mais on s'est adapté puisque la directive européenne allait sortir et on a de suite rajouté les paramètres européens. Donc là, c'est juste un exemple, pour vous montrer le suivi que l'on a réalisé. Donc on a travaillé sur plusieurs années successives, 2019, 2021. 2020, vous savez tous, qui n'a
pas pu avoir d'essai, malheureusement. Et sur ce graphe, vous voyez le seuil réglementaire français et européen pour la qualité B ou la qualité A. Et les résultats obtenus, par exemple, ici, sur les matières en suspension. Donc, je ne vais pas vous montrer tous les résultats, mais en fait, c'était pour vous montrer que sur ces 3 paramètres, on était dans tous les cas et dans toutes les campagnes de prélèvement, conformes, largement conformes aux différents seuils réglementaires. On a fait bien évidemment la même chose pour la partie microbiologie, dont on a aussi un petit peu parlé ce matin. Donc là encore, quelques exemples de suivi qu'on a pu faire en sortie de pilote de recherche, donc en sortie de traitement tertiaire. Donc vous voyez à l'écran, en fait, là c'est un suivi d'abattement entrée station et sortie pilote, donc sortie traitement tertiaire. Et vous voyez les différentes étapes de traitement sur la filière pour les différents paramètres. Donc en fait, ce qui était intéressant de montrer, c'était que pour les E. coli qui sont plutôt en nombre, on était 100% conforme, ainsi que pour l'ensemble des autres paramètres en termes d'abattement, à l'exception des BASR. En fait, ce qui s'est passé, comme souvent dans le cas d'abattement, c'est qu'il n'y avait pas assez de BASR en entrée pour abattre la totalité conformément au règlement. Un petit point Covid. Donc le Covid est arrivé en plein milieu du projet. Et il a été pertinent pour nos équipes, en fait, de rajouter ce suivi. Donc, Veolia fait partie des entreprises qui ont développé rapidement une méthode de détection et de suivi du virus. Et on l'a appliqué, en fait, sur notre site expérimental. Donc, vous pouvez voir sur le graphique, on a suivi l'entrée de la station d'épuration, mais aussi la sortie de la station d'épuration qui correspond à l'entrée du pilote, et la sortie du pilote qui correspond à la sortie du traitement tertiaire avant irrigation. Donc les barres blanches sont les quantités en entrée, et donc vous voyez qu'il y avait pendant la période qu'on a suivie, donc c'est pas marqué autant pour moi, mais c'était 2020 et 2021, le graphe est un petit peu coupé. Puisque c'était les seuls paramètres qu'on a pu suivre en 2020, on a une dérogation pour aller sur site pour suivre ce paramètre. On voit bien les fluctuations, ça c'était assez intéressant. Et ça correspondait un petit peu à ce que vous avez sûrement entendu parler aux informations ou dans les médias, le fait qu'il y avait des vagues en fonction des périodes, donc voilà, estivales ou hivernales. Donc nous, on le retrouvait bien en entrée de station d'épuration, ces vagues du Covid, du virus SARS-CoV-2. Par contre, vous voyez qu'en sortie, en fait, il n'y a aucun souci, que ce soit par le traitement de la station d'épuration ou le traitement complémentaire, on est à chaque fois en dessous des valeurs de détection. Donc c'était assez rassurant. C'est une des premières études qui a montré en fait, qu'il fallait plutôt être rassuré sur l'utilisation des eaux usées traitées une fois le traitement appliqué, malgré le Covid. Je ne vais pas pouvoir vous montrer toutes les autres matrices qu'on a suivies. Donc je vais vous montrer quelques résultats qui sont plus reliés à l'outil de pilotage, qui était un des objectifs aussi du projet. Mais comme je vous l'ai dit, on a suivi aussi donc, tous ces paramètres sur la matrice air, sol et plantes. L'objectif final était donc la fabrication de cet outil de pilotage. Quand le projet a commencé, en fait, on a fait un petit état des lieux. Il n'y avait pas d'outil de pilotage, il n'y avait pas d'outil d'aide à la décision pour les agriculteurs qui leur recommandaient d'irriguer ou pas, avec une quantité d'eau en fonction de leur culture et en fonction de la météo. Donc en fait, notre outil est relié aussi bien au cumul des profils météorologiques des 20 dernières années, pour avoir des moyennes sur les semaines ou les mois, selon la région, ainsi qu'avec un outil de prévision météorologique à la semaine. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on va pouvoir conseiller ou déconseiller à l'agriculteur d'irriguer en fonction si des averses, des précipitations sont prévues dans les jours à venir. On a aussi rajouté un algorithme développé par les services de recherche de Veolia qui tient en compte la gestion des coûts. Donc, le coût de l'eau et bien sûr aussi le coût du temps passé de l'agriculteur. C'est-à-dire, est-ce que l'agriculteur va passer une journée sur son champ, il va aller installer son enrouleur, il va faire fonctionner sa machine. Est-ce que ça vaut, entre guillemets, le coût de le faire ou pas? Et en fait, pour ça, l'outil, qu'est-ce qu'il fait? Il est basé sur un modèle agronomique qui va prédire un rendement par rapport à la culture et par rapport au sol. Et si le rendement prédit par l'outil
augmente avec le tour d'eau rajouté, on va conseiller à l'agriculteur de faire ce tour d'eau. Si malgré tout le tour d'eau supplémentaire, donc l'irrigation supplémentaire, le rendement de la culture n'augmente pas de façon significative, on va justifier à l'agriculteur que ce n'est pas nécessaire d'irriguer. Vaut mieux préserver l'eau, préserver la ressource et garder en fait le rendement tel qu'il était prévu. Aujourd'hui, en fait, le projet il est en voie de finalisation. Les essais de recherche sont terminés. On a fini nos campagnes de prélèvement, aussi bien sur la matrice eau, air et sol et plantes. Et donc, on est en phase d'industrialisation. Donc là, c'est pour vous montrer quelques maquettes et designs attendus de l'outil final. Donc, on est en train de coder tout ça. Donc, vous pouvez voir, en fait, par exemple, sur votre droite ici. Ça, c'est l'écran d'accueil que l'agriculteur pourra avoir. Donc, il pourra accéder à ces parcelles avec une géolocalisation et un affichage visuel de sa cartographie de parcelles. Il aura ce calendrier avec les prévisions de planning. Il aura aussi la météo, comme vous pouvez le voir en haut, et la consommation d'eau utilisée. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que l'outil il est développé, donc il pourrait être utilisé pour les agriculteurs en utilisant de l'eau de nappe, mais la vocation, c'est d'utiliser en utilisant de l'eau usée traitée. Donc de vendre, bien évidemment, ce service en vendant l'eau usée en sortie de station. Et sur votre droite, c'est le type d'affichage qu'on a développé avec les agriculteurs. On a eu beaucoup d'échanges avec eux à ce sujet. Donc voilà, c'est le type d'affichage qui est attendu pour eux. C'est important de savoir quand c'est qu'ils ont travaillé leur sol, quand c'est qu'ils ont fait des fertilisants, quand c'est que le planning d'irrigation est prévu. Et puis, par exemple, les points noirs, c'est les étapes qu'ils auraient déjà réalisées. Et les points blancs, c'est les étapes qu'ils ont à réaliser. Et à chaque fois, on leur prévit la quantité d'eau et les semaines où il faut irriguer. Ouais. Ça, c'est juste un exemple pour vous montrer quand même les résultats qu'on a pu obtenir avec l'outil. Donc, sur une des parcelles expérimentales, on a comparé à la parcelle témoin. Donc, vous pouvez voir en fait les tours d'eau, les quantités d'eau totales. Donc l'été, on a fait 4 tours, l'agriculteur lui a effectué 4 tours d'eau avec 166 mm au total. Et nous n'en avons effectué que 3, avec environ 90 mm. Donc on a une différence significative de 40% d'économie d'eau. Et ce qui fait que c'est très intéressant, puisqu'en fait, sur le rendement, vous voyez, il y a peu d'impact. Les rendements obtenus sont similaires entre 100 et 110 quintaux par hectare. Voilà, donc les résultats ont pu montrer que irriguer en eau usée traitée avec pas d'impact sur les plantes et le sol était possible. Les résultats ont montré qu'on était conforme à la réglementation française et à la directive européenne. On a un site internet si vous voulez plus d'infos. Et puis si vous avez des questions, je suis là. N'hésitez pas. Merci.